À quelques jours des élections législatives en Russie, on se demande bien qui sera en mesure de sortir l'ancienne grande puissance soviétique du marasme. La Russie aborde le XXIe siècle au bord de la banqueroute et en pleine crise politique. Les Russes, après avoir subi les 8 années de pouvoir de Boris Eltsine, se prennent aujourd'hui souvent à regretter Mikhaïl Gorbatchev, le dernier des grands dirigeants communistes de l'Empire soviétique. Élu premier secrétaire du Parti communiste en 1985, Gorbatchev hérite d'un pays ruiné et épuisé par des décennies de course aux armements. L'URSS est certes une grande puissance militaire, mais son économie est en pleine déconfiture. Gorbatchev n'a guère le choix s'il veut éviter à son pays la ruine. Avec la perestroïka, il lance un vaste programme de réformes politiques et économiques. Le premier volet de la perestroïka consiste à réduire considérablement le poids des dépenses militaires, estimé à plus de 20% du produit intérieur brut. Dès 1986, Gorbatchev préconise une réduction de moitié de l'armement nucléaire et l'année suivante, un premier traité de désarmement est signé avec les États-Unis de Ronald Reagan. L'URSS accepte de laisser venir des équipes de scientifiques américains sur place pour vérifier que les lanceurs et les missiles concernés ont bien été détruits. Le pouvoir des militaires russes reste considérable, mais il est en nette diminution. Avec la perestroïka, Gorbatchev tente de réformer le communisme pour lui éviter la faillite. Mais la libéralisation économique ne s'attaque pas aux problèmes de fond du régime soviétique. La perestroïka n'empêchera pas l'URSS de s'enfoncer dans la crise. Gorbatchev commence alors par procéder à un coup de balai sans précédent dans le monde immuable des bureaucrates du parti. 70% des ministres et 50% des responsables des provinces sont mis à la retraite ou limogés pour corruption ou incompétence. Les entreprises étatiques, pratiquement toutes déficitaires, deviennent partiellement autonomes. Il n'y a plus de plan annuel dans lequel l'État décide à l'avance de la production des prix et des salaires. Désormais, les entreprises devront être rentables ou bien elles risquent la fermeture. La discipline au travail est renforcée et une des mesures les plus spectaculaires de Gorbatchev consiste à engager fermement la lutte contre l'alcoolisme. L'URSS compte alors 40 millions d'alcooliques chroniques, soit 1 soviétique sur 6. Gorbatchev impose des mesures strictes, horaires d'ouverture réduits pour les débits de boissons et augmentation massive des prix de la vodka. En 2 ans, la consommation d'alcool diminue de moitié. Mais ces mesures sont insuffisantes pour inverser la tendance. L'économie bureaucratisée de la Russie ne parvient pas à décoller et les difficultés de vie croissantes provoquent le mécontentement de la population. L'échec économique de la perestroïka fragilise un peu plus le régime soviétique. Il semble désormais évident que l'URSS n'a plus les moyens de faire efficacement la police dans son empire. Avec la chute du mur de Berlin, tout va très vite, trop vite peut-être, et la perestroïka échappe au contrôle de son instigateur. En quelques semaines, le monde issu de la Seconde Guerre mondiale s'écroule comme un château de cartes. La Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie s'engagent sur la voie du multipartisme et des élections démocratiques. Partout, les communistes sont battus et la rupture avec l'URSS consommée. En 1990, le bloc de l'Est, que l'on croyait condamné au communisme pour l'éternité, a cessé d'exister. Puis c'est au tour des républiques d'Union soviétique d'entrer en rébellion contre la domination russe. Les pays baltes sont les premiers à défier l'ordre soviétique. Dès le printemps 90, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie se déclarent indépendants. Gorbatchev tente de redresser la situation en envoyant en janvier 91 des chars à Vilnius, capitale de la Lituanie. Mais devant la résistance populaire, il est obligé de faire machine arrière. Le message est aussitôt entendu dans les autres possessions de l'Empire russe. Dans les 6 mois qui suivent, 12 des 15 républiques du RSS proclament leur indépendance. La désintégration de l'URSS est un coup dur pour Gorbatchev qui semble avoir perdu le contrôle de la situation. L'armée ne lui pardonne pas d'avoir provoqué le démantèlement de l'Empire communiste.
Les généraux russes tentent alors de reprendre la situation en main par la force. Et le lundi 19 août 1991, la nouvelle tombe, Gorbatchev est mis à l'écart officiellement pour raison de santé, en réalité détenu par des militaires dans sa résidence de Foros en Crimée. Le même jour, l'état d'urgence est proclamé à Moscou, où des chars occupent des points stratégiques. Le pouvoir est désormais confié à un comité d'État pour l'état d'urgence, dirigé par le chef du KGB et le ministre de la Défense de l'Union des républiques soviétiques. Mais Boris Yeltsin, le président de la plus puissante de ces républiques, la Russie, refuse d'admettre le coup de force des militaires. Il organise sa résistance à partir du Parlement russe, bientôt rejoint par la population de Moscou, qui érige des barricades. L'armée observe d'abord une attitude prudente, mais tout bascule dans la nuit du 20 au 21 août. Un soldat pris de panique ouvre le feu et fait 3 morts parmi les manifestants. Le lendemain, l'état d'urgence est levé et l'armée commence à retirer ses troupes de la capitale. La Russie s'est trouvé un nouveau héros en la personne de Boris Yeltsin. Gorbatchev est libéré et rentre à Moscou, mais la tentative de putsch lui a ôté toute crédibilité. En décembre 1991, il démissionne de ses fonctions. Parce qu'elle voulait réformer un système qui n'était pas réformable, la perestroïka se solde par un échec. Mais dans sa hâte à se débarrasser du communisme, Boris Yeltsin est allé trop vite. Résultat, la Russie s'apprête à entrer dans le 21e siècle avec une société totalement désorganisée et en partie corrompue. Au revoir.